Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo, un Parigo un peu spécial, vous le voyez, dans lequel nous allons revenir sur le programme mobilité des principaux candidats et candidates à la mairie de Paris. Je précise que ce numéro est exclusivement destiné aux plateformes. Alors les questions, elles sont toutes simples. Le périph', par exemple, repassera-t-il à 70, 80 ou 90 ? Le stationnement des motos restera-t-il payant ? Les pistes cyclables seront-elles élargies ? Les voies sur berge seront-elles, elles, rouvertes à la circulation ? Et qu'en sera-t-il des bus qui sont aujourd'hui coincés dans les embouteillages? Eh bien, autant de questions abordées avec tous ces candidats en 4 minutes chrono. Et on commence par ordre alphabétique avec Pierre-Yves Bournazel. Alors, sur cette question des mobilités, nous avons notre spécialiste qui a des questions bien précises à vous poser. On accueille Bertrand Lambert. Bonjour Bertrand. Bonjour Florent. C'est à vous pour 4 minutes. Vous voulez également mettre le paquet sur le bus, oui. Qui va pas très bien, on va pas se mentir, dans Paris aujourd'hui, et notamment créer 3 nouvelles lignes de bus express, une est-ouest, une nord-sud, et une qui relierait les gares, qui ressemble à un 91 prolongé, on va dire. En quoi rapide. Rapide. Alors justement, c'est ma question. En quoi ces lignes seraient plus rapides et plus fiables que celles qu'on connaît aujourd'hui ? D'abord, on va décongestionner, je l'ai dit, Paris de la voiture extérieure. Donc on va créer beaucoup plus de fluidité dans l'espace public parisien, qui sera mieux organisé avec des travaux enfin gérés, et je serai le maire anti-pagaille. Déjà, ça ira beaucoup mieux. Je vais me battre pour qu'avec Île-de-France Mobilité, on mette plus de bus dans nos couloirs, qu'il y ait plus de régularité pour que ça devienne un service public opérant. Parce que comment font les personnes âgées ? Comment font les personnes qui connaissent le handicap ? Comment font les familles avec le bus ou le tramway ? Comment font les personnes avec des poussettes ? Aujourd'hui, c'est le bus qui est l'alternative. Sauf que beaucoup trouvent que le bus, il est irrégulier, il faut attendre 20, 25 minutes. Il a été délaissé, effectivement. Voilà. Donc, priorité pour le bus, avec la priorité au carrefour pour le bus, avec les feux intelligents. Et mais ça fait 15 ans que j'en entends parler, oui, de ces bus intelligents. Mais ça n'a jamais fonctionné. Même sur le 91, on a testé ça de l'époque de Nolan Noé, ça a été retiré au bout de 6 mois. Parce mais aujourd'hui, l'innovation il y a trop d'intersections sur une voie de bus par rapport à un tramway, par exemple. L'innovation nous permet de faire. Et j'ai travaillé justement mon projet avec des spécialistes de ces sujets-là. Je suis allé voir dans des métropoles et j'ai discuté international, européenne, voir le meilleur de l'innovation. Il faut mettre l'innovation et l'intelligence artificielle éthique au service du public. Et les feux intelligents, ça peut marcher, ça peut fonctionner, ça peut fluidifier la circulation, surtout s'il y a moins de voitures dans Paris, puisqu'on aura trouvé des solutions. Et puis je vais désengorger les couloirs de bus des véhicules qui n'ont rien à y faire, notamment les véhicules de livraison, parce que je vais doubler le nombre de places de livraison. Et ainsi, on va créer de la fluidité, plus de bus et donc plus de services publics pour permettre aux Parisiens d'aller et venir facilement dans leur ville. Alors, plus de bus, il va falloir convaincre Île-de-France Mobilité, vous l'avez dit. Oui, mais 450 millions d'euros d'investissement de la ville de Paris à Île-de-France Mobilité, ça nécessite des retours sur investissement. C'est juste 4% du budget annuel d'Île-de-France Mobilité, c'est pas grand-chose. Il y a d'autres de vos propositions quand même qui dépendent uniquement d'Île-de-France Mobilité, vous voulez. Le métro automatique la nuit, la fin des bus diesel, bon ça de toute façon c'est pour dans quelques mois, le paiement en CB dans le métro, l'automatisation des lignes de métro qui s'accélère, tout ça, ça ne peut pas se faire sans Île-de-France Mobilité. C'est des propositions qui vont plaire aux Parisiens. Quels sont vos leviers aujourd'hui à Paris, dans le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, 33 membres, 17 de la région, 5 de Paris seulement. Je ferai entendre la voix de Paris. Et la voix de Paris, ça compte. Et je sais travailler avec les autres. C'est peut-être la différence avec ce mandat. Et je tendrai la main à Mme Pécresse, à la présidente de la région, et je lui dirai, voilà les objectifs de Paris, voilà ce que nous exigeons d'Île-de-France Mobilité, voilà quels sont nos objectifs, et je crois qu'elle les partage. Et donc on va faire accélérer un certain nombre de décisions. Je pense par exemple à l'automatisation, qui est évidemment l'avenir, et Île-de-France Mobilité est pour l'automatisation. Et moi je suis prêt à investir davantage. On ne peut rien accélérer, il faut 10 ans. Le prochain maire de Paris ne verra pas l'automatisation de la ligne 13 qui vient d'être lancée. Peut-être, mais on peut accélérer, on peut mettre du financement. Car j'ai un plan d'économie de 4 milliards d'euros sur le train de ville, l'hôtel de ville et des réformes structurelles. Ça va me permettre d'investir sur des priorités des Parisiens, sur la sécurité comme sur les transports. Et demain, moi je ne veux pas être un maire passif. Un maire qui dise comme aujourd'hui, c'est pas moi, c'est Île-de-France Mobilité, c'est la région Île-de-France. On donne de l'argent des Parisiens à Île-de-France Mobilité, on doit être plus exigeant pour cet argent public, il faut que ça aille plus loin, il faut que ça aille plus vite et plus fort. Vous pouvez compter sur ma détermination pour que l'automatisation avance sur le métro, l'accessibilité avec une carte PMR sur chaque ligne de métro, et il y aura des bus dans les couloirs, je vous le garantis. Vous donnez également de l'argent à Smooth & Go, on va parler un petit peu de vélo, et vous voulez un Big Bang pour le Vélib, c'est l'opérateur qui a succédé à JC Decaux, tout le monde s'en souvient.
Vous voulez carrément, si je vous cite, démonter toutes les bornes Vélib, recentrer l'offre sur les vélos cargo et des vélos équipés de sièges enfants. Donc là, concrètement, c'est 18 mois sans Vélib. Vous savez bien que notre espace public change et il va falloir l'apaiser. Vous savez bien que maintenant, il y a 3 prestataires privés en free-floating et les usages ont changé. Et ce Vélib, ça a été un accident industriel à partir de 2017. La transition a été épouvantable, mais on est quand même un petit peu sorti de là. L'an dernier, Vélib a battu tous ses records, on va voir les chiffres, 47 millions de locations, près d'1 million d'utilisateurs uniques. On va dire que ça a pris du temps, mais ça y est. J'écoute les utilisateurs et les utilisateurs me disent qu'ils préféraient que ce soit organisé en free-floating, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus adaptée à leurs usages aujourd'hui. Et en plus, c'est une offre plus de vélos garés n'importe où, n'importe comment. Pas n'importe où. Ça sera ordonné, mais il n'y aura plus les bornes, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus utilisable. Et je rappelle que Vélib, c'est à l'échelle de la métropole. Donc c'est un avantage sur les compétiteurs privés qui, eux, ne sont qu'à Paris intramuros. En parlant de compétiteurs, très rapidement, les questions flash. Alors, question flash, question rapide. Le périph' à 50, stop ou encore? Périph' à 50, oui, dans les heures en pleine journée, mais le soir, dès qu'il y a plus de fluidité, je remets à 70 km/h. Le remboursement par la ville des passes Navigo et des imaginaires pour les jeunes parisiens? Je garde la protection. Et une petite dernière, le doublement de la piste de Sébastopol, qui est aujourd'hui la piste la plus coincée, la plus chargée de Paris. Je le porte depuis plusieurs années, j'ai fait des vœux en ce sens au Conseil de Paris, donc oui. Mais ça coince parce que la préfecture de police ne le veut pas. Oui, je sais bien, c'est la réponse qui m'a été donnée. Mais comme maire de Paris, je me battrai, parce que là, c'est urgent. Voilà, pour la sécurité à la fois des piétons et des cyclistes. Alors on va parler de vos ambitions sur le vélo, qui sont importantes. Vous voulez aller plus vite, plus loin que ce qui se fait actuellement, avec un budget infrastructure consacré au vélo qui serait doublé. Alors effectivement, quand on regarde le plan vélo actuel, celui qui est en cours, 2020-2026, il y a seuls 43% des aménagements qui ont été réalisés. Est-ce que c'est vraiment une question de budget? Là où ça coince, on le voit, c'est là où la préfecture de police ou les maires d'arrondissement bloquent les projets. Concrètement, comment vous allez faire pour les convaincre? D'abord, ce qu'on veut faire avec le vélo, c'est partir des besoins des Parisiens et des personnes qui viennent à Paris pour travailler, puisque vous savez, beaucoup de gens de la petite couronne ou des communes avoisinantes viennent travailler à Paris en vélo. Il y a à peu près plus de 12% des déplacements qui se font à vélo à Paris et il y a un potentiel plus important encore. Il y a une demande de vélo à Paris. Les freins à la pratique du vélo, ça va être la sécurité, par exemple. Donc, il y a besoin d'investir dans les infrastructures pour les sécuriser. Il y a aussi besoin de former des gens au vélo et à la pratique du vélo. Et quand je dis les former, c'est pas seulement l'apprentissage de la bicyclette, c'est aussi les former au code de la route, au respect du code de la route et à la prise de conscience qu'à partir du moment où on est aussi nombreux à pratiquer du vélo à Paris, eh ben, il faut respecter les règles. Mais là, vous voulez développer les pistes cyclables. Du coup, oui, mais attendez, on va parler des infrastructures. Mais moi, je veux parler du plan tel que nous, on l'a conçu. Parce que le plan, c'est pas juste de nouvelles infrastructures. C'est une vraie formation autour du vélo, c'est une vraie démocratisation du vélo et vraiment répondre aux attentes et aux besoins des Parisiens parce que c'est pas comme s'il n'y en avait pas. Le vélo, c'est pas une lubie. Le vélo, c'est vraiment aujourd'hui un mode de déplacement très commun. Il y a 3 fois plus de déplacements à vélo qu'en voiture. Voilà, c'est pour ça que nous, on parle de mettre en place un service public du vélo, notamment en remunicipalisant le Vélib pour avoir des prix accessibles, voire la gratuité pour les moins de 25 ans. Justement, dans ce transport, comme on le propose pour d'autres transports publics. C'est vous qui en parlez de Vélib, vous parlez d'avoir des prix plus accessibles. On va comparer les prix du Vélib avec les opérateurs privés. Aujourd'hui, si on fait 45 minutes de vélo, c'est 3 € pour un Vélib. 11 € pour un opérateur privé, c'est quand même difficile de faire moins, sinon on va encore perdre en qualité de service. Non, écoutez, à partir du moment où vous avez comme objectif de rendre rentable un service public, forcément, ça ne sera jamais assez pour les opérateurs privés, ce ne sera jamais satisfaisant. Il faut arrêter avec cette logique-là. Aujourd'hui, les jeunes qui pratiquent du vélo, moi j'ai plein d'étudiants qui m'écrivent et qui me disent « je suis passé d'un abonnement de 10 €, aujourd'hui l'abonnement plus ma pratique du vélo, ça me monte à 40 € en moyenne. Les étudiants ne peuvent pas suivre, donc ils renoncent au vélo. Ou alors ils ont d'autres moyens de faire. Alors vous voulez transformer Vélib en régie publique. Voilà, en régie publique, parce que l'objectif, c'est pas de faire de la rentabilité avec ce moyen de transport qui est démocratique, qui n'est pas polluant et qui est bon pour la santé. Mais si on passe en régie publique, vu le contrat actuel qui s'achève en 2032, si vous voulez le faire avant... Il y a des problèmes dans le contrat actuel, tout ça peut se discuter. Dans le contrat actuel, les vélos et les stations appartiennent à Smooth & Go, donc si vous voulez changer là, bientôt, tout de suite, on va ça devoir fait 18 payer les mois conséquences d'une mauvaise gestion par la municipalité sortante. Oui, mais on prévient les gens. Mais la majorité sortante a mal géré, a très mal fait et regrette même ce qu'elle a fait sur le Vélib. Donc voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, oui, il va falloir agir sur le vélo à Paris. On ne va pas laisser le Vélib s'effondrer. Ça va se terminer comme, vous vous rappelez, l'Autolib.
Si on laisse faire, ça se terminera pareil. Du jour au lendemain, ça disparaîtra parce que l'opérateur dira c'est pas assez rentable pour moi, ça marche pas, la mairie doit renflouer la caisse, etc., etc. Et ce sera un échec. Parlons et c'est ce qui est en rapidement train de se passer. La qualité de service aujourd'hui, vous dites qu'elle est bonne, la qualité de service. J'ai pas dit qu'elle non, était bonne, mais elle est vraiment dégradée. Ceci dit, 2025, on peut voir les chiffres du Vélib aussi. Année de tous les records pour Vélib, 47 millions de locations, près d'1 million d'utilisateurs. Il y a Malgré tout, ça énormément fonctionne. de besoins. Il y a énormément de besoins et insatisfaits. Il y a énormément de gens qui renoncent au vélo parce qu'ils ne le trouvent pas, que ça ne fonctionne pas. Dans notre service public, par exemple, on veut aussi faire de la maintenance, coordonner les réseaux de maintenance, de réparation de vélos, d'enseignement de comment entretenir un vélo. Il faut aussi, dans le service public, penser à tout ce qui est stationnement du vélo aujourd'hui à Paris. Non, il y a des besoins de ce côté-là. Pourquoi je vous dis qu'il nous faut un service public du vélo? C'est parce que c'est devenu un mode de transport essentiel pour les Parisiens. Le temps file. Question flash, question simple, réponse rapide. Les vélos acceptés sur les voies sur berge, comme c'est le cas aujourd'hui, stop ou encore? Oui, encore, et même je vais aller plus loin parce que nous, on a l'objectif de démocratiser le vélo et aussi de l'amener, par exemple, sur les maréchaux. Vous voyez, les gens qui vivent en périphérie de Paris sont très nombreux. Il y a des pistes cyclables sur tous les maréchaux. Il y a des pistes cyclables partout, mais il n'y a pas... Alors, pour eux, ils doivent côtoyer la voiture. Pour les berges sur Seine, il n'y a plus à côtoyer la voiture. L'idée, c'est de réserver, par exemple, le dimanche, plusieurs dimanches dans l'année, les maréchaux pour ne faire que du vélo et du déplacement à bicyclette et avoir de l'activité populaire. Autre question rapide, remettre un couloir de bus sur la rue de Rivoli pour libérer le bus 72, oui ou non? La rue de Rivoli, c'est devenu un symbole de la crispation entre la droite et la gauche à Paris et la vision écologiste ou anti-écolo. Les pro-bagnoles, les anti-bagnoles. La rue de Rivoli, il faut la traiter selon les besoins des résidents et des commerces de la rue de Rivoli. Et je ne suis pas convaincue que les besoins des commerces soient d'avoir des voitures qui passent, c'est d'avoir plutôt du stationnement de permettre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la rue de Rivoli, pour tous les Parisiens, c'est devenu un endroit à éviter. Donc c'est que ce n'est pas bon et qu'il faut le revoir. Et moi, je suis bien sûr pour qu'il y ait des couloirs de bus plus rapides et des navettes même de bus pour transporter les gens. C'est ce qu'il y a de mieux, le transport public. Il faut maintenir le vélo. Il ne faut pas empêcher la circulation de la voiture de façon dogmatique. Alors, si j'en crois votre programme, vous souhaitez une ville où on respire, une ville apaisée, et pourtant, vous proposez deux mesures qui me semblent contradictoires avec cet objectif. Je m'explique. Vous souhaitez mettre fin, par exemple, au stationnement payant des motos et des scooters, donc inciter les gens à les utiliser de nouveau en masse, alors que ces véhicules sont à la fois les plus accidentogènes, les plus polluants et les plus bruyants. Et ensuite, vous souhaitez que les automobilistes parisiens bénéficient d'un tarif de stationnement unique dans l'ensemble de la capitale, donc inciter finalement les automobilistes parisiens à utiliser leur voiture pour faire du Paris, des déplacements intramuros, donc rajouter des voitures au trafic. En quoi ça va aider à décongestionner et à apaiser nos rues? Vous avez des chiffres pour dire que ça va rajouter du trafic au trafic? Ah bah si vous incitez les gens à prendre leur voiture. Aujourd'hui, 66% des Parisiens qui ont une voiture ne l'utilisent pas au quotidien, parce que justement, ils ont un tarif résidentiel très faible. Alors, justement, monsieur, vous n'avez pas de chiffres là-dessus, nous on a étudié. Parce que je préparer un plan... instant. Non, le plan de mobilité à Paris, il n'y a pas de plan de circulation. C'est pour ça, 2007, c'est pour ça qu'il y a, c'est le chaos dans l'espace public. Moi, je souhaiterais faire un plan de circulation avec des données, avec les services de la voirie, d'abord refaire toute la voirie, parce que quand vous dites c'est le plus accidentogène, la première cause des accidents sur la voie publique, c'est la voirie qui est complètement dégradée. Premier facteur d'accident. Ça, c'est la réalité. Premier mode de déplacement à Paris, c'est la marche. Oui, 55% des déplacements 3% se font à pied. c'est le vélo, c'est à peine 7% Ah non, c'est pas la du tout. voiture. Alors le vélo, on en est à 10%. Non, mais pardon, je vous le dis. Je vous dis les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui. Le grand oublié du plan de mobilité à Paris, c'est le piéton, qui effectivement n'a pas de couloir et n'est pas respecté dans cette circulation. Vous souhaitez d'ailleurs augmenter la place aux piétons et élargir les trottoirs. Exactement. Donc dans ce plan de circulation que nous avons fait avec des professionnels, nous redonnons de la place aux piétons. Un exemple, vous pouvez diminuer certaines voies, que ce soit des chaussées pour la voiture, vous pouvez la supprimer. Dans certains cas, élargir les trottoirs. Par exemple, la rue de Passy, on va élargir les trottoirs. La rue de Rivoli, je vais élargir les trottoirs. Et vous allez végétaliser. Et pour apaiser l'espace public, c'est d'abord d'enlever tous les chantiers, tous ceux qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez beaucoup de chantiers qui
en fait, sont terminés depuis longtemps et dont les bases vies, les barrières, les clôtures ne sont pas enlevées. Donc déjà, on fait un grand ménage sur les chantiers c'est quand même d'enlever des véhicules pour fluidifier. Pour fluidifier. La deuxième, ce qui participe à une fluidité de la circulation, c'est aussi la politique de stationnement. À Paris, ils ont supprimé des places de stationnement et ils ont augmenté, fait exploser les tarifs de stationnement. Et donc, c'est une politique de raquette fiscale. Pourtant, on manque pas du tout de places de stationnement dans Paris. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a 65 000 places de stationnement en sous-sol qui ne sont pas utilisées à 40% seulement. Parce que beaucoup alors qu'elles de sont moins parkings, chères qu'en surface. Non, parce que les plans de stationnement, et notamment en souterrain, la mairie ne souhaite plus avoir de parking souterrain. Elle ne veut plus de voitures dans Paris. C'est un choix. Je considère que c'est une capitale économique. Ce qui manque à Paris, c'est de la fluidité dans la mobilité et le respect des mobilités les unes par rapport aux autres. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, et donc ce ne soit pas le chaos. Donc ça s'organise. Donc quand vous avez un plan de circulation, je peux terminer. Oui, je peux terminer. presse sur ma gauche. Non. Et donc il faut organiser les mobilités, qu'elles se respectent les unes aux autres. Chacun dans son couloir, au vrai sens du terme. Oui, vous avez dit ça sur RTL il y a quelques jours. Et donc sur la politique de stationnement, vous avez plus de 10% de personnes qui circulent qui sont à la recherche d'une place de stationnement. Et d'autre part, pourquoi je veux un tarif unique du stationnement à Paris ? Parce que ça n'a pas de sens, le tarif résidentiel. Vous êtes dans 2-3 rues, avec un tarif évidemment très modéré, vous traversez la deuxième rue... C'est pour vous inciter à prendre le métro et les transports en commun. Une petite question sur le vélo, Madame Dati. Les transports en commun ne sont pas améliorés. Et donc aujourd'hui, vous allez mettre tout le monde au vélo, tout le monde à la marche ? Ça n'est pas possible. Et donc, il faut apaiser l'espace public et pour la mobilité, revoir effectivement le stationnement, revoir le tarif. Paris, c'est quelle superficie, monsieur ? C'est pas Londres. C'est pas New York. Oui, c'est tout petit, c'est pour ça qu'on est beaucoup trop nombreux. Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Alors, une place sur le vélo. Des tarifs sur le vélo, très rapidement, Madame Dati. Des tarifs de stationnement qui soient de la politique de raquette fiscale. Vous voulez sécuriser, renforcer les pistes cyclables sur les axes sous-dotés, c'est dans votre programme. Oui. Mais quand on regarde votre bilan dans le 7e, seuls 17% des aménagements prévus par le plan vélo 2020-2026 y ont été réalisés. Au niveau parisien, c'est 43%, c'est déjà pas beaucoup. Pourquoi finalement vous feriez dans Paris ce que vous n'avez pas fait dans votre arrondissement ? Parce que les arrondissements ne se ressemblent pas, monsieur. Vous connaissez le 7e arrondissement ? Oui, mais il y a des pistes qui sont attendues, Saint-Germain, rue Saint-Dominique, par exemple, il y en a. Rue Saint-Dominique, il y en a. Rue de Grenelle, il y en a. Au boulevard des Invalides, il y en a. Mais monsieur, il y a des rues... C'est l'ancienne couronne à piste qui a été pérennisée grâce à la ville de Paris et à l'État. C'est bien, vous êtes porte-parole de M. Béliard. Pas du tout, c'est eux qui avaient la main sur les cornes à piste pérennisées. Sur les pistes cyclables, ce qu'on a fait sur la première mandature, parce que le nombre de kilomètres, si vous travaillez bien votre dossier, monsieur le journaliste, vous devez savoir que normalement, que sur la première mandature, notamment sous Bertrand Delanoë, c'est là seulement qui a été fait, et l'autre 43%. C'est là où le nombre de kilomètres de pistes cyclables a été le plus réalisé. Vous savez, le nombre de kilomètres sous la mandature Hidalgo, Grégoire, ils n'ont pas augmenté le nombre de kilomètres, et ils l'ont plutôt baissé, et ils ont été plutôt entravés. Et pas uniquement dans le 7e arrondissement, je vous mets à l'aise. Simplement, quand vous faites une piste cyclable devant le lycée Victor Duruy, et qu'on se rend compte après qu'il y a un lycée, et qu'on vous met des dos d'âne, je ne sais pas si le cycliste est très content d'avoir des dos d'âne. Quand vous mettez une piste cyclable devant l'hôpital Saint-Antoine, vers Bastille, ou devant l'hôpital Necker, et vous vous rendez compte après qu'il y a un hôpital et un accès d'urgence, et qu'on met des dos d'âne, je ne crois pas que ce soit très sympathique pour les cyclistes. Merci. Et donc, tout ça, ça s'organise et ça se pense. On ne fait pas des pistes cyclables en se levant un matin dans son bureau en disant « Tiens, on va truffer de pistes cyclables l'ensemble des arrondissements ». Ils ne sont pas tous faits pareil. Il y a des rues plus étroites, il y a des rues à sens unique, il y a des établissements. Quand vous avez un lycée, quand vous avez un EHPAD, quand vous avez un hôpital, quand vous avez des écoles. Moi, j'ai l'Institut national des jeunes aveugles et évidemment, la piste cyclable, elle n'est peut-être pas adaptée à la sortie de cet établissement. Merci Ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc Merci. Moi, j'ai trop de respect pour les Parisiens, pour les respecter également dans leur accès, leur mobilité. On ne fait pas n'importe quoi. Vous vous autoproclamez candidat du vélo et personne ne peut nier ce qui a été fait lors des 2 précédentes mandatures. Mais quand on regarde dans le détail ce qui a été fait par rapport aux promesses qui avaient été faites, on est quand même assez loin du compte. Le premier plan vélo, 2015-2020, n'a été réalisé qu'à 55%. Le suivant, qui est toujours en cours, n'a été réalisé qu'à 43%. Pourquoi cette fois-ci, vous arriveriez à tenir vos promesses de faire un Paris 100% cyclable ? Alors, d'abord, parce que ça prouve qu'il faut être 2 fois plus ambitieux que ce qu'on sait faire dans la vie, parce que la vie est faite de contraintes, et en l'occurrence, sur le plan vélo, vous en connaissez une majeure, c'est que nous ne décidons pas tout seuls de tout. Et donc, ça ne va pas changer. Mais tout est affaire de pédagogie et de conviction.
C'est pourquoi je dis ça, je précise, nous co-construisons ça avec la préfecture de police. Et c'est bien normal qu'elle soit là, puisqu'elle veille en gros à la cohérence de l'ensemble, elle veille par exemple de façon extrêmement exigeante à la circulation des secours, etc. Et donc il y a des résistances à notre ambition pour le vélo. Mais nous allons garder pleine et entière cette ambition pour le vélo, précisément parce que c'est un combat de chaque instant. Vous le savez parfaitement, nous avons réussi à mettre en œuvre des grands axes qui au début suscitaient beaucoup d'interrogations, pour ne pas dire une franche hostilité. Il y en a qui sont complètement saturés. Par exemple, aujourd'hui, le boulevard de Sébastopol. Oui, il faut le doubler. Mais ça fait des années qu'on nous dit qu'on va le doubler et qu'il ne se passe rien. Eh bien, on va le faire, et on va en discuter avec la préfecture de police. Mais moi, je veux bien. On nous accuse d'avoir trop fait sur le vélo, et parfois les associations de vélo, et elles ont raison, elles sont dans le rôle. C'est juste par rapport à vos nous promesses. Disent, vous en avez pas fait assez. Oui, mais les assos savent très bien que entre les promesses et la réalisation, il n'y a pas que notre volonté. C'est pas seulement le sujet. Il y a le sujet de l'acceptabilité par d'autres acteurs dont la vie est incontournable. Et donc, on va maintenir cette ambition. Je crois qu'au moins, on a gagné un truc qui est essentiel. C'est gagner la bataille culturelle du vélo. Et je le redis, en ayant hautement conscience des nuisances ou des incivilités que ça peut générer pour certains, et je pense en particulier aux aînés. Et si j'ai une adaptation de la politique du vélo à faire en la matière, qu'on a déjà engagée, c'est vraiment d'inculquer les règles aux cyclistes pour qu'ils respectent les piétons. Notre priorité numéro 1, c'est le piéton en toutes circonstances. Mais on va continuer à développer le vélo. C'est triplement gagnant. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon pour la santé. Donc il n'y a aucune raison que nous ne poursuivions pas cette magnifique révolution. Alors vous voulez également remettre le bus d'aplomb en créant 15 lignes express, enfin en adaptant les lignes les plus utilisées aujourd'hui, avec des couloirs dédiés, des feux prioritaires. Question tout simple, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Le bus 62, qui est le plus utilisé de Paris aujourd'hui, il y a eu des aménagements rue d'Alésia, mais c'est tout. Vous les avez en tête, le 60, le 62, parmi les grandes lignes qui ont aujourd'hui une vitesse commerciale, comme on dit, qui n'est pas à la hauteur du niveau de service qu'on doit attendre. Moi, je porte 2 ambitions pour le bus. Lui remettre de la vitesse de service et demander à IDFM de remettre des bus. Parce que le principal cause du désamour du bus, ce n'est pas seulement sa vitesse. En grande partie, quand même. Non, moi vraiment, non. C'est 9 km/h de moyenne pour les bus dans Paris, c'est vraiment excessivement lent. C'est d'abord une conséquence aussi de la baisse du nombre de bus. La preuve, en dehors de Paris, il y a eu des chutes de vitesse commerciale et des chutes très importantes de fréquentation, parce que je crois qu'on est à moins 15% en première couronne de fréquentation des bus, ce qui prouve que c'est pas Paris qui est la cause de ce désamour. C'est un mode de transport qui était moins à la mode et que je veux remettre à la mode. Donc on va mettre ces trucs en sécurisé, en empêchant les véhicules de stationner en double file pour bloquant les voies de bus. Ce sera pour les bus et pour les taxis, bénéfique. Et deuxièmement, en ayant une politique extrêmement ambitieuse de réaménagement d'un certain nombre de carrefours qui posent problème. Je vais souvenir que nous en avons visité un certain nombre ensemble. Je pense en particulier à Bastille qui ne fonctionne pas bien sur la circulation. Il faut remettre ces super priorités pour les bus avec notamment du marquage au sol dans lequel il sera strictement interdit de stationner, empêchant les bus de circuler. On a besoin de remettre de la fluidité pour les bus pour décongestionner la circulation tout court. Dernière question, très rapide. Autre promesse qui est la vôtre, c'est mettre des métros la nuit. Ouais. Mais on sait que c'est impossible. Alors déjà, c'est pas votre compétence, c'est celle de la région. Ouais. Et ensuite, la RATP mène des chantiers toutes les nuits sur toutes les lignes. Ça pose aucun problème. Franchement, sortons de cette lubie, c'est pas possible, etc. D'abord, il y a plein de pays qui le font. Donc ça prouve que c'est pas impossible. Mais ils acceptent de couper les lignes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire la maintenance, ce qui ne se fait pas à Paris. Mais c'est pas vrai. À Paris, chacun usager du métro, moi je prends le métro 10 fois par jour, chacun sait que de temps en temps, il y a des week-ends où les métros sont fermés, parfois des semaines entières. 2-3 jours. Oui, mais de temps en temps, quand on a besoin pour des exploitations de fermer, on ferme. Deuxième chose, je veux faire ça pour 3 raisons. La première, elle est symbolique. Paris, c'est la ville la plus fréquentée du monde. C'est l'une des plus grandes capitales mondiales et je veux porter cette ambition comme maire qu'elle reste l'une des plus grandes et belles capitales du monde. On ne va pas regarder les autres faire des choses et nous dire c'est impossible. Je ne crois pas que ce soit dans notre tradition d'ambition. Merci. Deuxième chose, pour les travailleurs de première ligne qui doivent prendre la voiture parce qu'ils n'ont pas d'autre choix parce que les transports ne sont pas activés. Et troisièmement, pour la vie nocturne parce que nous avons la plus belle vie nocturne d'Europe à Paris, que c'est bon pour le tourisme, que c'est bon pour la jeunesse, c'est bon pour le rayonnement et les activités culturelles et le spectacle vivant. Et donc, nous allons porter cette ambition. Je rappelle d'ailleurs que la présidente de la région l'avait mis dans son programme de 2015. Donc, je vais parler avec la Valérie Pécresse de 2015 qui avait cette ambition.
On va rester sur les voies sur berge. Très bien. Alors, ce qu'on omet quand même sur votre visuel, c'est que pour accéder à ces voies sur berge, il y aura des entrées et des sorties. Donc, les promenades piétonnes seront quand même très complexes. Si cet aménagement voit le jour, vous pensez que ça va bénéficier à combien d'automobilistes chaque jour? Alors, d'abord, ce que je tiens à dire sur ce sujet qui est majeur et dont je n'ai pas pu parler tout à l'heure, c'est que le problème de Paris, depuis 1000 ans, c'est que Paris manquait d'un axe de traversée ouest-est. La ville avait été construite exclusivement sur des axes nord-sud. Résultat, ils étaient toujours embouteillés. Paris a toujours connu un problème monstrueux de ce qu'on appelait à l'époque les embarras, pour dire les embouteillages. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est même à cause de ça qu'Henri IV s'est fait assassiner par Ravaillac, parce qu'il a réussi à rattraper son carrosse dans les embouteillages. Je ferme la parenthèse. Au bout de 1000 ans d'histoire, de ces histoires d'embouteillages réguliers, récurrents, qui empoisonnaient la vie des Parisiens, Georges Pompidou et le général de Gaulle ont une idée, dans les années 60, de construire ces voies sur berge, sur pilotis, pour pouvoir traverser Paris d'ouest en est et désengorger tout le reste de la capitale. De faire le périph', qui n'a absolument rien décongestionné du tout. Je finis vraiment juste sur ça. Donc, ont cette idée de créer les voies sur berge pour permettre la traversée d'ouest en est. Madame Hidalgo arrive 50 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'elle se dit à l'époque? Et on me le raconte à son cabinet. Et vous qui êtes passionné des mobilités, je pense que vous le savez. Elle se dit, quel symbole est-ce que je peux prendre pour montrer que je lutte contre la voiture, pour cliver sur mes mesures, pour que la droite se mette à hurler et pour faire tourner le débat autour de moi. Et à ce moment-là, quel meilleur symbole que fermer une voie qui s'appelle voie Georges Pompidou. Moi, ce que je vous propose, c'est de sortir des symboles parce que je voudrais faire quelque chose. C'est pas du symbole, justement. Moi, je suis pragmatique. Je vais aller très vite. Aujourd'hui, la droite qui a combattu ce projet, Madame Rachida Dati a combattu ce projet pendant 10 ans, François Fillon, toute la droite a combattu le projet de fermeture des voies sur berge. Et maintenant, ils veulent le garder, merci de le dire. Mais il y a peut-être une raison. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, Parce qu'ils se disent, on n'a pas envie de faire bourrin, on aurait peur de faire trop la droite, les caricatures, on défend les automobilistes. Ils oublient que quand Madame Hidalgo l'a fermé, c'était pour faire bourrin. C'était pour faire une mesure qui ferait hurler la droite. Et c'est comme ça qu'elle procède. Soyons pragmatiques. Selon vous, combien d'automobilistes pourraient emprunter ces taxes une fois réouvertes? Monsieur, d'abord, première chose, moi je vais arrêter de répondre à des QCM, je me suis fait avoir une fois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de répondre à un QCM. Je vais vous donner la réponse. Il y avait 50 000 automobilistes qui passaient par là lorsque c'était ouvert. Très bien, monsieur. Je vais répondre sur l'impact que ça a eu. C'est une goutte d'eau dans la mobilité parisienne. Il y a 4 millions de personnes dans le métro. C'est là où vous vouliez en venir. Je vais revenir à ça. Très bien. 1 million de personnes sur le périph'. Et par exemple, juste le nombre de locations de Vélib par jour, c'est plus de 130 000. Donc 50 000, c'est une ligne de bus, en fait. Est-ce que vous savez que depuis la fermeture des voies sur berge, il y a tout simplement moins de gens qui circulent dans Paris qu'avant? Pas des gens qui se sont reportés sur d'autres modes de transport, comme vous semblez le sous-entendre, et maintenant je comprends le sous-entendu de votre question. Les gens qui ne prennent plus leur voiture dans Paris. Il n'y a pas un report équivalent de gens qui prennent désormais le vélo ou les transports en commun. Qu'est-ce que ça signifie? Que la politique de lutte contre la voiture n'a pas servi à transposer un mode de transport sur un autre, mais à dévitaliser Paris. On a désertifié la capitale. On a posé les gens qui ont arrêté de prendre la voiture sont passés dans les transports en commun et ceux qui sont sortis des transports en commun sont passés dans le vélo. Monsieur, vous connaissez les chiffres, il n'y a pas un report exact. Ce qu'on a perdu, on l'a dévitalisé. Le taux de vacances commerciales s'explique par ça. Parlez à des commerçants. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils ferment boutique. Ils vous diront parce qu'il y a moins de passages. Parce qu'il y a moins de places de stationnement. Il n'y a plus qu'une seule voie de commerce. Parce qu'il y a moins de places de stationnement. Une voie de circulation est le moins élevé de Paris. La rue Saint-Jacques, regardez la rue de Rennes. Juste. Parlons de mobilité, c'est l'objectif. On parle du périph' ou du stationnement? C'est vous qui choisissez. Les deux? Les deux, mais on n'aura jamais le temps. On avance aussi. Alors si vous voulez parler des finances publiques, ah oui, moi aussi je veux parler des finances publiques. Alors je vais donner ma mesure rapidement. Je rétablis le 80 km/h sur le périphérique. Sur les voies sur berge, ce qu'on observe, étude Air Paris, j'ai pas pu quand même le dire, étude Air Paris de 2017. Donc après la mesure, qu'est-ce qu'on observe? C'est écrit noir sur blanc dans l'étude Air Paris de 2017 que la fermeture des voies sur berge a participé à la pollution des quais et de tous les axes de délestage. Donc là, on parle du Louvre, de Célestin et du boulevard Saint-Germain. Ça a recréé de la pollution. Ça a recréé de la pollution. Il y a eu un contexte général d'amélioration de la qualité de l'air en ville, qui est surtout dû aux ingénieurs. En fait, j'ai pas eu le temps de poser une seule question, en fait. Je réponds à votre question. Pas vraiment. Alors, sur le périph' à 80. Le périph' à 80, pour rouler mieux, c'est ce que vous voulez faire. Le périph' n'est plus à 80 depuis 10 ans maintenant. On va voir deux chiffres. La vitesse moyenne du périph' quand il était à 80. Vous allez apporter de l'eau à mon moulin. 32,6 km/h. Et oui. Depuis qu'il est à 50, 34 km/h. Merci beaucoup. Vous apportez de l'eau à mon moulin. On roule mieux à 50 qu'à 80. Donc, quand vous dites on roule mieux à 50, c'est-à-dire qu'on roule à 34, monsieur, il faut être un peu logique. 34 au lieu de 32. Là, on parle de 34. Donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en effet, dans les heures où le périphérique est embouteillé, de toute façon, on ne peut pas atteindre les 50.
Vous le dites, merci d'apporter de l'eau à mon moulin. On peut Oui, pas mais non c'est plus attendre justement les à ce 4 moment-là que la mais dans baisse les à heures, 50 permet de mais fluidifier dans le les trafic. mais dans les heures où le périphérique est vide et que vous êtes dessus et que vous devez rouler à 50 maximum. Qu'est-ce que ça a créé? Uniquement des contraventions, des recettes, les radars qui ont explosé, mais Ça a après, créé moins de on voit bien que cette route moins de n'a pas bruit été construite pour rouler à 50. C'est faux. Ça a créé plus de bruit. Vous avez déjà parlé à un Ah non, riverain ça du fait- périphérique. ça fait- Alors, il y a 3 décibels de moins, y compris 3 la nuit. décibels, c'est 3 inaudible à l'oreille humaine, monsieur. Exactement, c'est très audible, c'est l'équivalent de 30% du trafic en moins, parce que c'est une échelle logarithmique. Est-ce que vous avez déjà parlé à un riverain du périphérique qui vous dit qu'à cause de cette nouvelle limitation, ils entendent toute la journée des bruits d'ambulance qui sont obligés de mettre leur Et oui, parce gyrophare que ces bruits-là pour ne... ressortent par rapport, puisque le bruit moyen a diminué. Voilà, le bruit moyen inaudible à l'oreille nue. Donc il faut rajouter du Inaudible bruit à au bruit l'oreille. pour qu'on n'entende plus le bruit. C'est inaudible. Donc quand je vous dis qu'aujourd'hui, vous apportez de l'eau à mon moulin en me disant que de toute façon, la vitesse moyenne ne permet pas de dépasser ni les 50, ni évidemment, a fortiori, les 80. Oui, mais de rouler qu'à mieux. l'inverse, quand il n'y a personne, Allez. quel rapport? D'ailleurs, Quand même il y a Valérie personne. Pécresse, qui était Quand opposée il n'y a aux 50 personne. km/h, aujourd'hui, le dit. Alors vous êtes d'accord pour les heures creuses de pouvoir rouler à 80 donc? Mais ça dépend si on parle mobilité ou si on parle aussi des riverains. Il y a 500 000 personnes qui habitent juste à côté du périph' Mobilité. et qui ont besoin aussi Mobilité. de dormir. Alors si on parle mobilité, effectivement, c'est plus mieux de rouler à 70, à 80 ou à 150 D'accord, si merci vous beaucoup. voulez. Alors- on va alors, plus vite. Mais il n'y a merci. pas que ça. Comment À dire, on 80. vit dans une ville. Allez, ça sera Vous êtes un expert votre mobilité, réponse. je crois. Allez-y, la réponse. Et on Donc finit sur le la stationnement, je vais simplifier drastiquement les règles de stationnement. Première heure de stationnement gratuite pour pouvoir aider non seulement les parents qui amènent leurs enfants à l'école, les grands-parents qui les emmènent pour des activités, au tennis ou peu importe, les menuisiers, les artisans parisiens qui aujourd'hui ne rentrent plus dans Paris, pardon, pas les Parisiens, les artisans qui viennent d'ailleurs C'est moins et d'un qui ne déplacement viennent sur plus 10, hein, la et qui voiture ne dans viennent Paris, plus quand même. Hein. et qui ne C'est ultra minoritaire aujourd'hui. Je vois pas le rapport avec ce que je suis en train de dire, mais je vais finir sur le stationnement. Donc les menuisiers, les plombiers qui n'entrent plus dans Paris, pourquoi? Parce que l'heure de stationnement est plus chère que le SMIC horaire de leur branche. Par conséquent, tous les Parisiens payent pour ces folies de lutte contre la voiture. Ils ne trouvent plus de menuisiers, plus de plombiers, plus d'artisans pour venir chez eux. Première heure de gratuité pour tout le monde. Ensuite, simplification drastique. 5 € de l'heure, quel que soit le véhicule et quel que soit l'arrondissement. Gratuité également entre midi et 14h pour aider les restaurateurs, parce qu'il n'est pas normal que des gens aient à budgéter 36 € avant même d'avoir commandé le premier plat. C'est un sujet de pouvoir d'achat. Et enfin, dernièrement, j'en finis par là, Voilà. étendre le tarif résidentiel à tout l'arrondissement et simplifier les modes d'abonnement au mois ou à l'année au lieu d'avoir à le faire tous les lundis. On va parler de ce périphérique que vous souhaitez voir revenir à 90 km/h en vitesse limite. Ça serait un bond en arrière de 33 ans, hein, puisque le périph' n'est plus à 90 depuis 1993. Concrètement, qu'est-ce que vous en entendez en termes de gains de mobilité pour les Parisiens? Parce qu'il y a des moments... Alors d'abord, le périphérique, vous le savez aussi bien que moi, la plupart des gens qui l'empruntent ne sont pas parisiens. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait, avec des panneaux, modifier la vitesse de circulation. Et par exemple, la nuit, je vois pas, quand on est obligé de rouler lentement alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite sans le moindre danger, c'est quelque chose qui me semble souhaitable. Donc oui, nous souhaitons rétablir cette limite qui existait il y a de nombreuses années. Mais pourtant, c'est un peu contre-intuitif, mais plus on augmente la vitesse limite, plus en fait la vitesse moyenne baisse. On va voir un chiffre. Quand la vitesse limite était à 80, on roulait en moyenne la journée à 32 km/h. Quand elle est passée à 50, on est passé à 34 km/h. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y avait plus de véhicules? Il y avait un petit peu plus de véhicules à l'époque. Il y a un 20% de... Non, mais je veux dire, à chaque fois, le nombre de véhicules a roulait plus augmenté. vite. Non, le nombre de véhicules sur le périph' a diminué. Dans l'intervalle, il y a 20% de véhicules en moins sur le périph'. Donc c'est juste que c'est contre-intuitif, c'est un petit peu la mécanique des fluides. C'est comme votre robinet, quand vous le mettez trop rapidement. Bah, écoutez, votre moi bouteille je se pense que remplit moins vite. quand il n'y a aucun problème de circulation sur le périphérique, les gens doivent pouvoir aller un peu plus vite, voilà, c'est tout. Et je le répète, on peut tout à fait mettre des panneaux qui vont jusqu'à 90 quand le trafic le permet. À 2h du matin ou à 3h du matin, je ne vois pas quel est le problème. Effectivement, c'est ce qui réduit les bouchons quand ça s'est fait aux Pays-Bas et en Hollande. Une dynamique de la vitesse. Effectivement. Mais si on a baissé la vitesse, c'est aussi parce que on pense aux riverains et à la qualité de vie des riverains. Il y a 100 000 personnes qui sont tout autour du périph', même 500 000 si on élargit à 500 mètres autour du périph', ça fait quand même pas mal de monde, donc 360 000 Parisiens. Donc ce sont vos électeurs. Ils sont exposés à des taux de pollution 2 fois plus élevés que dans le centre de Paris, 6 fois plus élevés que les limites de l'OMS. Alors on leur dit quoi? Tant pis pour vous? Écoutez, franchement, je pense que si il
les gens circulent un peu plus vite, notamment la nuit. Ça ne va pas changer grand-chose à la santé des Parisiens. Pour la qualité du sommeil, quand même. Voilà. Il y a 3 décibels en moins la nuit. Si on veut vraiment changer les choses, il y a un moment où il faut commencer la couverture de certaines parties du périph' qui ne sont pas couvertes. Ça coûte très cher. On l'a mis dans notre programme. Notre objectif, c'est simplement, je le répète, couvrir une partie. C'est plutôt la partie qui est du côté de la porte Champéret pour nous qui est prioritaire. Mais il est évident que je ne pense pas que cette limitation très temporaire à 90 km à l'heure va changer grand-chose. Alors on en vient aux questions flash, des questions simples, réponse rapide. Est-ce que vous êtes favorable à la réouverture des voies sur berge aux voitures? Non. Non, attendez, si vous permettez quand même. Non, je pense qu'aujourd'hui, je suis favorable à l'aménagement des voies sur berge. Voilà. On ne peut pas revenir en arrière sur certains sujets comme ça. Là aussi, je sais qu'une candidate veut couvrir les voies sur berge. Sarah Knafo. Voilà. J'ai cru savoir qu'elle a chiffré ça à 60 millions. Je vous conseille d'interroger les professionnels de la. Oui, c'est très improbable comme chiffrage. Il manque un zéro. Vous parlez très peu de vélo dans votre programme. Pourquoi aujourd'hui il y a un Parisien sur 2 qui fait du vélo au moins une fois par semaine? Question toute simple, est-ce que vous voulez souhaiter le doublement de la piste de Sébastopol qui est aujourd'hui la plus chargée de Paris, qui fait l'axe sud? D'abord, je parle peut-être pas beaucoup de vélo, mais je vous signale que quand j'étais ministre des Transports, je suis le premier ministre des Transports à avoir fait un plan vélo. Alors pour cette piste-là. Voilà. Après, ce que je dis, c'est un moratoire sur les pistes cyclables. Aujourd'hui, je pense que pendant 2-3 ans, il faut faire certains points de la circulation. Vous avez des endroits où c'est complètement excessif. La caricature, c'est la rue de Rivoli. Mais aujourd'hui, il y a 2 fois plus de déplacements qui se font à vélo qu'en voiture. Oui, dans d'accord, Paris. mais on a besoin aussi de maintenir un tout petit peu quand même de part de voitures dans Paris. On ne peut pas avoir à certains endroits, quand il y a 3-4 voies, une seule voie de voiture. Je dis l'exemple caricatural, c'est la rue de Rivoli. Je ne suis absolument pas contre les voies cyclables, mais par moments, ça a été fait en dépit du bon sens. Il manque sans doute une voie de bus, effectivement, sur cette rue de Rivoli. Le stationnement payant des 2 roues motorisées, non. Stop ou encore? Stop. Et le stationnement plus cher pour les SUV, c'est pareil, stop ou encore? Stop. Même s'ils prennent un espace démentiel sur la voie publique, puisqu'ils sont beaucoup plus longs, ils sont plus larges. Oui, mais je pense que de toute façon, plus accidentogènes. Je trouve que ce n'est pas le principal problème à Paris. Le stationnement aujourd'hui, qu'on mette ou non des SUV, aujourd'hui, il est extrêmement difficile. Le principal problème aujourd'hui, c'est que la ville de Paris affiche clairement dans son programme, la majorité actuelle, de faire disparaître encore plusieurs milliers de places de stationnement. Dernière question, la ville à 30 km/h, stop ou encore? Ça dépend des axes. Toujours pareil. Voilà, je pense que cette règle où on fixe une limite pour la totalité de la ville, 30 km, c'est très bien pour certains axes. Il y a des axes, je pense, où on pouvait continuer à 50. 58% des Parisiens sont favorables aux 30 km/h selon un sondage Ipsos BVA qui était sorti en décembre. Oui, mais je persiste à dire qu'il y a des axes où, par moment, vous roulez à 30 à l'heure, quand les gens les respectent la vitesse, et qu'on peut aller beaucoup plus vite. Plus vite, pardon. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le programme des uns et des autres concernant la mobilité à Paris. Je vous laisse découvrir la liste complète des candidats et candidates à la mairie de Paris. N'oubliez pas d'aller voter les 15 et 22 mars prochains. Nous, on se retrouve très vite dans le métro, le bus ou le RER pour des prochains inédits de Parigo. Salut!